Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je bâtis ma maison. Étonnamment, aujourd'hui, j'ai invité un industriel à me dire bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour Jean-Luc. Donc, tu représentes la société Soprema et tu vas nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'un industriel fait dans le monde de l'éco-construction, tout compte fait. Bien oui, je travaille pour donc Soprema. Moi personnellement, je m'occupe de la gamme Pavatex, donc toute la gamme isolation naturelle, fibre de bois principalement, mais pas que. Et alors on me demande effectivement souvent, eh, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme cohérence puisque Soprema n'est pas une société qui vise le tout au naturel, hein. La base le cœur de Soprema à la naissance, c'était la membrane d'étanchéité, la membrane bitumineuse. Euh, Non, Soprema s'évertue à vouloir recycler du déchet, à faire disparaître le déchet qui n'est pas valorisable habituellement. Et en ça est la cohérence, parce qu'avec la fibre de bois aussi, on va utiliser le déchet du bois et pas de nouveaux arbres qu'on va couper pour faire nos isolants. En off, tu m'as dit un peu qu'il y avait quelqu'un de nouveau qui a pris un peu les rênes de l'entreprise et que l'ADN a vraiment changé, il me semble. Pas quelqu'un de nouveau, c'est l'arrière-petit-fils du fondateur de Soprema, parce que ça reste une société familiale, hein, elle n'est pas cotée en bourse. Euh, voilà, il a décidé de laisser son nom dans l'histoire de façon vertueuse, et donc il a donné une orientation à la société, et il a pris son bâton de pèlerin et est parti à la chasse aux déchets. Donc on voit tout ce qu'on peut supprimer comme déchets un peu partout dans le monde. Je vais vous parler un petit peu des nouveautés, par exemple, pour la cellulose, qui a pas mal encore de potentiel, mais également pour les matériaux que l'on faisait déjà. On va le voir ensemble. Le bitume, par exemple, qu'on peut recycler maintenant à 100%. Donc voilà, c'est même dans les vieux produits, on parvient aujourd'hui à les faire à partir de matériaux donc réutilisés. Génial, ben on est tout oui, donc je suppose que tu vas nous partager quelques slides et nous expliquer tout ça. Oui, avec plaisir. Hop. Alors, ici. Voilà, vous voyez? Je te confirme qu'on va bien. Voilà. Donc, petite présentation de Soprema. Soprema, c'est un beau gros bébé, hein. On est situé à peu près partout dans le monde. On est 11 200, ça ce sont des chiffres 2023, donc assez récents, pour 128 sites de production. Alors, des productions de tout type. Donc, vous voyez, il y a des usines d'isolation, il y a des usines d'étanchéité, du désenfumage, il y a plein de types d'usines différents. Sur ces 128, il y a 12 usines de recyclage. Donc, ça fait quand même 10% des sites de fabrication qui sont dédiés au recyclage, mais pas que, parce que dans les usines de production classiques, ces usines se servent également de matériaux qui ont déjà eu une vie précédemment pour produire de nouveaux matériaux. Euh, Dans le mode de fonctionnement de la société, vous avez vu, on est partout dans le monde et donc on veut que toutes les sociétés fonctionnent, toutes les filiales fonctionnent en circuit court. Ça veut dire qu'un approvisionnement en matières premières locales, de préférence donc issues de la filière du recyclage, et qui vont être donc voilà, transformées dans les usines donc à proximité. Dans ces usines, on produit les produits les plus efficients possibles, avec les meilleures performances techniques possibles, toujours optimisées en fonction des demandes locales. Ça veut dire que, par exemple, en Belgique, nous avons deux usines de production de membranes bitumineuses d'étanchéité. Ah ben, elles répondent aux besoins belges en étanchéité. Ce ne sont peut-être pas les mêmes demandes que l'on a en Amérique latine, par exemple. Et donc, on adapte nos productions aux besoins locaux. Ça nous permet de aussi distribuer en local. Donc,
approvisionnement de matières premières locales, fabrication de produits les plus performants possibles pour une distribution locale aussi. On évite d'envoyer nos produits à l'autre bout du monde. Si on veut vendre à l'autre bout du monde, on va créer une usine à l'autre bout du monde qui fonctionnera elle-même en local et sera plus adaptée aux besoins du lieu. Ça, c'est Alors, quand même un revirement dans l'industrie à l'heure actuelle, parce que c'était avant, c'est l'habitude, c'était on va tout produire en Chine et après on ramène tout de là-bas. c'est la philosophie, en tout cas, adoptée par Soprema, quoi. Donc, une multinationale, on est partout, mais on est toujours en local malgré tout, quoi. Donc, en tout cas, au maximum. On ne change pas une industrie du jour au lendemain. Donc, c'est quelque chose qui se construit jour après jour. Nous avons des équipes entières qui étudient les choses pour optimiser. Donc, cette recherche, de matières premières issues du réemploi pour une transformation donc idéale en fonction de l'endroit où l'on se situe. Alors ces usines elles-mêmes, on essaye d'optimiser leur production parce que ce serait dommage de tout gâcher avec des émissions exagérées en CO2 par exemple. Et donc on va avoir des usines qui sont à la pointe de la technologie et donc qui vont consommer le moins possible. Et ce qu'on consomme, eh bien, on essaye, dans la mesure du possible, que ce soit issu de la production renouvelable, par le photovoltaïque, par exemple, par l'éolien et tout ça, mais produite, toujours dans la mesure du possible, produite sur place par Soprema. Et je crois que tu vas encore plus loin que ça, tu nous montreras peut-être tout à l'heure. Il me semble même qu'il y a certaines usines qui vont voir s'il n'y a pas des voisins à côté qui ont un peu d'énergie en rable et que vous les récupérez au passage. Tout à fait, ça je l'expliquerai quand je montrerai le mode de production de la fibre de bois. Je, je détaille plus mon secteur à moi, c'est celui dans lequel je suis, j'ai le plus d'expertise. Mais effectivement, oui. Donc, on va travailler en symbiose si, dans la mesure du possible. Donc, matière première issue du réemploi à l'échelon local, production optimisée, distribution locale vers des sites de construction où nos matériaux, bah, j'ai dit, auront la meilleure performance possible. Un matériau qui vit longtemps est un matériau qui réduit son impact sur l'environnement. Même si c'est un matériau qui n'est pas naturel à la base, aussi synthétique soit-il, plus il a une durée de vie longue et plus son impact sur l'environnement est réduit. Donc, on va pouvoir contribuer à la construction de bâtiments donc efficients, bas carbone, et nous faisons des produits qui sont eux-mêmes recyclables. Donc, en fin de vie du bâtiment, on va pouvoir récupérer les bâtiments. Et donc, ça a un point aussi sur le mode de construction. On est dans des matériaux qui permettent aujourd'hui la construction de façon démontable. Donc, en limitant l'usage de colle et compagnie, en favorisant la fixation mécanique, par exemple, ce genre de choses, on optimise la démontabilité du bâtiment et donc le pourcentage de recyclabilité du bâtiment. Comme on a distribué à l'échelon local, quand on recycle, ça retourne à l'usine, bah, à nouveau de façon locale. Alors, quelques petits chiffres pour illustrer ça. Euh, je me suis contenté de la Belgique, de voir ce qu'on faisait en Belgique. Donc, on a deux usines de bitume, de membranes bitumineuses, donc d'étanchéité en Belgique, une à Schoten et une à Grobendonck. Ici, c'est celle de Grobendonck, où nous avons une toute nouvelle ligne de production. La partie en Corten est encore à construire sur l'image en 3D que vous avez là. Euh, la nouvelle ligne de production utilise des bitumes issus du réemploi, que ce soit des chutes de bitume ou que ce soit des bitumes en fin de vie, quelle que soit leur marque, pas forcément des bitumes uniquement de chez nous, on parvient à les mettre dans la machine qui va séparer le bitume de la membrane d'armature et pouvoir réutiliser les deux à 100%. Et donc ce bitume va servir à nouveau de bitume pour toiture, pas pour un autre usage. Donc on est dans une circularité à 100%. Et cette partie
recyclé peut représenter jusqu'à 95% du produit final. Donc, on n'a quasiment pas d'apport de matière première. Donc voilà, on a là un produit qui n'est pas un produit dit naturel, mais c'est un produit qui doit exister. Enfin, pour faire une étanchéité, on n'a pas le choix. Et on n'a pas recours à des nouvelles matières premières. Voilà, pas besoin de nouveaux produits pétrochimiques remis sur le marché. Voilà. Donc, voilà, 6 000 tonnes par an pour l'instant de capacité de recyclage. Donc, c'est pas la capacité de production de l'usine, c'est la capacité, c'est le nombre de bitume qui peut être recyclé chaque année dans cette nouvelle unité de Grobendonck. Alors, quand vous venez de Liège, sur la route pour aller vers Anvers, sur le 313, vous voyez à votre gauche une autre toute nouvelle usine tout en Corten. C'est une usine où l'on fait de l'XPS. Alors, l'XPS, donc, c'est un polystyrène extrudé. Euh, et on va pouvoir se servir pour faire ce polystyrène d'XPS, de chute ou de réemploi, mais également de PS. Alors le PS, la frigolite, en somme. La construction est loin d'être le premier consommateur de PS au monde. On diabolise souvent très fort la construction, mais c'est loin d'être le premier consommateur. Quand vous avez des gigaporte-containers en mer, ils sont très souvent remplis de cajots, de bacs isothermes transportant 2 poissons sur un lit de glaçons. Euh, Tout ça, ça consomme énormément, surtout qu'ils sont souvent à usage unique. Quand vous allez vous acheter un électroménager dans une grande surface, vous avez de la frigolite thermoformée et donc à nouveau à usage unique. Eh bien voilà, tout ça, c'est un pur déchet qu'on va pouvoir valoriser. Donc, il y a un hub de récupération de ces EPS quelque part du côté de l'Espagne pour tous les cajots et compagnie, donc à qui on va acheter la matière première. Mais ici en Belgique, nous avons dans beaucoup de magasins tels que des MediaMarkt ou des Fnac et compagnie, nos propres compacteurs qui sont là en coulisses pour récupérer les frigolites. Alors là, je te coupe une seconde et je trouve ça génial parce que sur les parcs à conteneurs en France, ils interdisent la frigolite parce qu'ils mettent ça eux avec les encombrants parce que les machines bloquent, c'est tellement trop petit. Et du coup, ça devient vraiment un problématique de ce déchet-là. Et vous, en fait, ce déchet, vous le sortez de là, les gens ne l'amènent même pas jusque-là. Il est déjà retraité à l'endroit de départ. Et ça, je trouve quand même génial. Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. Et donc ici, on a quand même une usine qui parvient actuellement à recycler 5 000 tonnes par an. Et on sait, comme c'est un matériau léger, ce que 5 000 tonnes peuvent représenter en termes de volume. 5 000 tonnes par an, mais on ambitionne d'arriver dans les prochaines années à 12 000 tonnes par an. Et ce matériau, cette partie de matériaux recyclés peut représenter jusqu'à voilà, 99%, c'est pour ne pas dire 100% du produit fini sur certaines gammes, quoi. Quand on est sur des résistances à la compression plus élevé, 700 kPa et tout ça. La technologie bloque encore un peu à cet endroit-là, mais pour tout ce que vous allez mettre dans vos murs et compagnie, voilà, ça peut représenter 100% quasiment du produit fini. Donc voilà, c'est une belle idée, ce n'est pas qu'une idée, c'est une belle réutilisation des matériaux et voilà, un pur déchet qu'on s'évertue à supprimer. Petit chiffre aussi impressionnant, donc l'XPS, donc issu principalement donc de l'XPS et de l'EPS recyclé, qu'on remet sous forme de granulés et qu'on réinjecte dans la machine, eh bien, l'année passée, ça a représenté quelques 8 millions de caisses isothermes, entre autres. Non, voilà, c'est pas un petit chiffre, quoi. Quand on dit qu'on recycle du déchet, on est quand même sur du recyclage massif. C'est loin d'être anecdotique. Et puis pareil pour des matériaux qui ont moins bonne presse à mes yeux de façon
justifiés, comme le polyuréthane. Plus justifié, pourquoi? Parce que le polyuréthane utilise des gaz pour isoler, mais il est plus difficile à recycler en fin de vie. C'est possible, mais c'est plus difficile. Eh bien, pour fabriquer ce polyuréthane, on utilise des bouteilles plastiques, dont on refait du polyol, et on fait de la mousse PU à partir de là. Eh bien, l'année passée, on a recyclé pas moins de 40 millions de bouteilles d'eau en France. Voilà, pour donner quelques chiffres un petit peu vertigineux qui donnent toute l'ampleur de l'importance du recyclage. Et puis alors, il y a des produits qui rentrent dans le cadre dans le cadre de mes produits à moi, des produits naturels, comme la cellulose. Alors, la cellulose, c'est un produit qui a dorénavant, qui a désormais une quinzaine d'années, euh, qui était là, dont la vertu était de recycler les déchets des journaux. Alors, très efficace, évidemment, mais le déchet du journal est un déchet qui disparaît parce qu'on lit tous le journal sur nos téléphones portables aujourd'hui. Il y a de moins en moins de lecture papier et ce secteur du journal perd en moyenne 11% chaque année. Donc c'est un secteur qui est voué à disparaître ou presque dans les prochaines années et il serait complètement absurde de se dire, nous allons reproduire une cellulose telle que celle-là pour pouvoir continuer à faire de la cellulose. Non, puisque c'était le but de supprimer un déchet, quand le déchet n'existe plus, on va pas recommencer à en produire. Mais il y a d'autres pistes. Il y a d'autres pistes qui n'ont pas encore été exploitées jusqu'à présent, et l'une d'entre elles, c'est la glacine. Alors la glacine, c'est ce papier glacé, ça porte bien son nom, que vous avez derrière vos autocollants. Et quand vous avez Ouais, mais les autocollants, c'est un tout petit marché, ça, t'es en train de rigoler par rapport aux journaux quand même. Pas tant que ça. Alors, à votre échelle, quand vous collez avec vos enfants euh, la photo de Thomas Meunier dans votre album Panini, effectivement, ça ne représente pas grand-chose, le petit papier glacé qu'il y a derrière. Mais à l'échelon industriel, il y a des secteurs comme celui du vin, par exemple, en France, puisque la France, ben, Soprema est français, hein, je ne l'ai peut-être pas dit au départ, mais le siège de Soprema, c'est en Alsace, il se trouve à Strasbourg, et donc le cœur de la société est en France. Et en France, il y a évidemment le secteur du vin, par exemple, qui utilise énormément de glassines. Ce sont des kilomètres et des kilomètres de glassines tous les jours pour l'étiquetage des bouteilles de vin. Quand on a les super usines à vin là du côté de Bordeaux, entre autres, voilà, ça consomme de la glacine un max. Et donc, hop, Si tu te coupes 2 secondes, mais si tu as besoin d'un bénévole pour aller récupérer la glacine dans toutes les usines et en même temps déguster un petit peu, tu vas le faire, hein. on a tout un réseau qui est déjà très très bien, très très efficace partout en France. Et donc, pour donner une idée, là, actuellement, en France, la glacine représente 80 000 tonnes par an. Alors, j'ai parlé du vin, évidemment, mais on peut citer le secteur automobile. La France a aussi de grandes marques automobiles, hein, avec Peugeot, avec Citroën, avec Renault. Et donc, tout ce secteur génère également beaucoup de glassine, qui n'est jamais la partie du papier qu'on va utiliser, évidemment, c'est celle qu'on jette, qui était incinérée auparavant. Et aujourd'hui, on se rend compte que ben, tu peux avoir les mêmes caractéristiques techniques en termes de lambda, donc pour la lutte contre le froid, en termes de respirabilité du produit et tout ça, que tu l'avais avec une cellulose classique. Alors, c'est un produit sur lequel on va avoir le certificat biosourcé dont on va parler dans quelques minutes à 90%. Donc voilà, Au fait, la glacine est un papier qui est siliconé. Mais la partie de siliconée est assez fine. Et puis, mais si on l'incinère, rien que cette petite partie siliconée peut avoir un effet nocif sur l'environnement. Tandis que l'enfermer dans nos murs et se dire que elle va pouvoir y vivre 50 ans, voilà. Et puis après, elle pourra à nouveau peut-être être recyclée. Voilà, c'est un cycle vertueux. Alors, 80 000 tonnes en France, rien que dans notre petit pays, ça représente plus de 14 000 tonnes.
Quand on voit au niveau européen, on peut aller chercher presque 1 million de tonnes de glassine chaque année. Donc l'enjeu est colossal. Alors, pour l'instant, la technologie nous permet de la souffler, donc de la mettre en vrac entre des gîtages ou des combles perdus. Mais à terme, ça va continuer à évoluer et on pourra l'insuffler dans les murs à haute pression et tout ça. Tout ça pour illustrer qu'un déchet, quand il est, quand il est tari, qu'il n'y a plus de déchets, il y a d'autres pistes qui s'offrent à nous. Alors moi, je vous ai dit, je m'occupe de ces matériaux-là, des matériaux naturels, et la fibre de bois n'échappe pas à cette règle-là. C'est un matériau naturel, oui, c'est du bois, oui, mais quelle est la cohérence par rapport à l'esprit Soprema qui ne fait pas du tout au naturel? C'est ce côté recyclage de déchets. Donc, avec Pavatex, qui est la gamme fibre de bois chez Soprema, avec Pavatex, on ne produit pas en coupant des arbres. On va se servir des déchets laissés par l'industrie du bois. Donc ici, vous voyez le numéro 6 sur mon schéma qui représente la coupe en forêt. Donc le bûcheronnage, il y en a toujours, ça c'est sûr. Eh bien, nous travaillons avec du bûcheronnage labellisé PEFC, donc gestion durable de la forêt. Et quand on fait du bûcheronnage en forêt, on part avec les grumes, le numéro 1 là, qui va partir vers la scierie. Eh bien, nous, les branchages qu'on va laisser au sol, on va pouvoir les réutiliser, les récupérer et les valoriser. Quand les grumes seront allées en scierie, il y aura des chutes. Ces chutes, nous allons les récupérer. Puis de la scierie, le bois va aller en menuiserie. En menuiserie, il y aura des chutes. Ces chutes, nous allons à nouveau les récupérer. Et c'est notre principale filière d'approvisionnement. Ce sont les chutes de menuiserie. Mais nous avons diverses autres sources d'approvisionnement, comme par exemple les élagages de bord d'autoroute dans la région Grand Est où nous sommes situés, puisque l'usine Pavatex se trouve du côté d'Épinal, dans les Vosges. Et donc, dans la région Grand Est, quand ils élaguent des bords d'autoroute, nous récupérons les sections de bois qui peuvent être valorisées pour faire la fibre de bois. Alors, que ce soit les matériaux issus de notre usine sous forme d'isolant, ou que ce soit les matériaux issus de la menuiserie, en fin de vie, ces matériaux peuvent à nouveau être envoyés dans la machine pour faire de la fibre de bois. Alors, on voit en numéro 5 qu'on pourrait en faire de la biomasse également, mais bon, voilà. L'idée, c'est de faire un cercle complet. Donc voilà, ça peut être remis dans la machine. Chose que l'on ne on fait déjà avec les chutes en France, pas avec le produit fini. Pourquoi? Parce que c'est un produit doit avoir une trentaine d'années aujourd'hui. Et les premiers panneaux qui ont été mis vivent encore. Quand on fait des tests de vieillissement prématuré, accéléré, pardon, pas prématuré, en laboratoire, on constate que c'est un produit qui, bien mis en œuvre, vit facilement 50 ans. Donc il peut vivre plus que 50 ans sans problème. Donc on n'en est pas encore à la phase recyclage de matériaux euh, en fin de vie. Mais ce sera tout à fait possible. Petite info, les essences utilisées sont presque à 100% des résineux. Donc le bois, ben, je vous ai dit tout à l'heure, approvisionnement local, ben, les bois que l'on trouve là dans les Vosges, ce sont principalement des résineux. Au niveau du mode de production, une fois ces déchets du bois amenés dans l'usine sous forme de plaquettes, alors soit c'est amené directement sous forme de plaquettes, les plaquettes c'est comme des copeaux mais en plus gros. Sous forme de plaquettes, ou alors on broie chez nous directement pour refaire nos plaquettes nous-mêmes. Alors, la première étape de la machine, ça va être le défibrage. Donc, c'est ce qu'on voit en numéro 2 ici. Le défibrage, donc ça veut dire que les plaquettes vont passer dans un défibreur qui va séparer toutes les fibres de bois l'une de l'autre. Donc, on va avoir des fibres indépendantes les unes des autres, qui vont être envoyées dans une soufflerie chauffée très légèrement. On est dans du 35-38 degrés de soufflerie. Donc, c'est pas des hautes chaleurs de séchage. Et les fibres étant indépendantes les unes des autres, en 4-5 secondes, elles vont parcourir la soufflerie et être parfaitement sèches. Elles vont tomber
dans un bac récolteur en passant par une brume contenant les cols. Alors, parlons des cols une seconde. Des cols naturels? Non. Des cols synthétiques en très faible quantité. Il existe des cols naturels, hein, je pense à l'amidon de maïs, mais il y en a d'autres. Il existe des cols naturels, mais qui conféreraient au produit un, moins grande durée de vie. Donc ici, je vous ai dit, un produit qui vit facilement plus de 50 ans, avec des cols naturels, bah, on serait peut-être à 10, 15 ans de durée de vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un produit qui a la plus grande durée de vie possible réduit son impact environnemental. Donc, un produit avec un faible pourcentage de produits synthétiques aura un plus faible impact sur l'environnement qu'un produit 100% naturel qui vit moins Tu longtemps. pourrais nous donner une idée, si tu le sais, sur un produit qui pèserait, admettons, 1 kilo, la proportion de colle? Mais écoute, on est dans des, on est dans des produits qui sont produits à 95%, aux alentours de 95% biosourcés. Je parlerai après du biosourcé, mais donc on a le label biosourcé sur 90%, mais dans les faits, on produit à 90 aux alentours de 95% biosourcé. Alors, colle, oui, mais autres adjuvants pour, par exemple, la résistance à l'eau, ce genre de choses. Donc, je veux dire, le pourcentage est quand même, le ratio est quand même très, très minime et permet donc une beaucoup plus grande durée de vie du produit. Donc, ça a tout son intérêt. On a une recherche et développement qui continue jour après jour de chercher comment faire un produit 100% naturel et donc qui ne serait pas juste biosourcé, mais qui serait carrément compostable. Ça, ce serait idéal, évidemment. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais on continue à y travailler. Le but, c'est que ces cols que l'on connaît, il faut parvenir à les rendre les plus efficientes par rapport à la durée de vie du produit, quoi. Donc, les fibres tombent dans un bac récolteur en passant par cette fameuse brume-là, en quatre. Une fois dans le bac récolteur, elles sont poussées sur la ligne, mises à bonne épaisseur, à bonne densité souhaitée. Et là est injectée la vapeur d'eau, puisque c'est un produit qui respire très facilement. Donc la vapeur d'eau va pénétrer le produit et va faire prendre les cols instantanément. En une seconde, le produit est figé, il est dur. Et donc voilà. Production donc très peu énergivore, très rapide, puisqu'il n'y a pas de temps de chauffe ni quoi que ce soit. Et donc voilà, on réduit aussi notre impact environnemental par ce mode de production dit sec. À l'époque, quand Paratex est né, en Suisse, avant d'être installé dans les Vosges, quand il est né en Suisse, c'était un mode de production humide. Donc, comme pour le papier, on faisait une grosse pâte, et puis alors ça passait dans un four, donc très énergivore, très chronophage également. Et tout ça, ben, voilà, augmentait le coût de production, mais également l'impact environnemental, les émissions de CO2, ça va de soi. Alors, on parlait, tu m'as lancé tout à l'heure sur la symbiose qui pouvait exister entre différentes sociétés. Vous voyez l'usine Paratex, Paratex 1, Paratex 2 a été construite entre-temps dans le petit trou qu'il y avait là à la gauche du site. Et Pavatex 3 est en train d'être construit pour l'instant dans la zone écoparc de l'autre côté de la route. Et vous voyez que nous sommes juste à côté de Norcoscoque, qui est la plus grande papeterie d'Europe. Alors, pour faire du papier, on utilise également du bois. Eh bien, ce bois, lorsqu'il y a des chutes, lorsqu'il y a des lots déclassés ou quoi aux caisses, on peut le récupérer pour en faire de l'isolant. Donc vous voyez, il y a les chaînes de distribution là dans le fond des deux sites qui permettent d'aller de leur production directement à la nôtre. Euh, mais quand on fabrique du papier, du carton, passer de l'état bois à l'état pâte et puis repasser à l'état solide sous forme de papier ou de carton, ben, ça génère de la vapeur d'eau et de la biomasse. Alors je vous ai dit, la machine chez nous, on la chauffe aux alentours de 38 degrés. Eh bien, pour la chauffer, on n'aura pas recours à des énergies pétrochimiques. On va utiliser la biomasse de l'usine à côté, générée par l'usine à côté lors de son cycle de production.
Cette vapeur d'eau générée quand on produit le papier, eh ben, on va la mettre sous pression et c'est elle qu'on va injecter dans nos panneaux pour faire prendre les cols instantanément. Donc, vous voyez que même les recours aux énergies que nous avons euh, sont automatiquement générés par l'usine d'à côté et valorisés chez nous. Donc, ce n'est pas parce que nous avons recours à de l'énergie pour chauffer la machine, même très faiblement, euh, que nous avons besoin de pétrole. C'est un petit peu l'idée donc de cette synergie qui existe dans ce complexe industriel qui s'appelle, vous le voyez au-dessus, la Green Valley. C'est pas pour rien. Voilà, on essaye de travailler en symbiose les uns avec les autres. Alors, avec des petits inconvénients, on aurait par exemple besoin d'un shutdown d'une semaine, donc fermeture d'usine pour entretien euh, annuellement ou régulièrement. Voilà, l'usine d'à côté a besoin de 2 semaines, donc nous sommes à l'arrêt 2 semaines. Voilà, c'est comme ça. Il faut accepter ces règles-là, mais voilà, je pense qu'on a tout à y C'est gagner quand même en des inconvénients mineurs par rapport à tout ce que vous avez gagné dessus et en même temps, ben, c'est toute la pollution qui n'est pas remise dans le circuit, donc je trouve très vertueux. mineur, voilà, tout à fait. Alors, on essaye souvent de justifier comment ça se fait que voilà, les prix des isolants, enfin voilà, ça coûte quand même de l'argent d'isoler, alors que vous utilisez du déchet, vous utilisez l'énergie générée à côté, vous utilisez... Oui, mais tout se valorise. Le déchet du bois, on l'achète. L'énergie de l'usine d'à côté, on l'achète à l'usine d'à côté. Eux, ils en profitent pour... voilà, tout se valorise aujourd'hui et c'est logique en somme. Mais en tout cas, voilà, au niveau vertuosité, je ne sais pas si ça se dit comme ça, euh, de la société, on essaye de tirer notre épingle du jeu de cette façon-là. Donc, au niveau de la labellisation, PEFC, évidemment, toute la filière avec laquelle nous travaillons, que ce soit ceux qui bûcheronnent, que ce soit les scieries, que ce soit les menuiseries, toute la filière est labellisée PEFC, donc pour la gestion durable de la forêt. Nous avons donc la labellisation biosourcée sur l'ensemble de nos produits d'isolation thermique. Alors, je ne parle pas de l'acoustique parce que alors oui, c'est biosourcé dans les faits, mais ce serait ridicule de mettre de l'argent, d'injecter de l'argent pour le certificat biosourcé euh, parce que nos clients ne vont pas pouvoir bénéficier de ça de toute façon. Pourquoi être biosourcé? Il faut savoir que la labellisation biosourcée est une labellisation assortie d'un pourcentage. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, les isolants rigides, par exemple, sont biosourcés à 90%. Eh bien, dès lors que vous bénéficiez d'une prime à l'isolation en Wallonie, si vous utilisez, donc on va vous demander d'obtenir une certaine résistance thermique. Dès lors que vous obtenez cette résistance thermique en utilisant des matériaux biosourcés à minimum 70%, vous allez bénéficier de 25% de prime en plus. Alors, biosourcé, c'est un label français à l'origine qui avait juste pour but un but commercial, c'était de montrer qu'on fait des produits vertueux, tout simplement, sans plus. En Belgique, voilà, on s'est servi, on a récupéré ce label-là et on s'en est servi pour octroyer une prime dessus. Nature Plus est un label euh, qui n'est utile qu'en Allemagne, ça nous occupe très très peu. Alors, ce que je n'ai pas encore dit, donc j'ai parlé des matières premières issues de résidus, approvisionnement local, donc je disais autour de l'usine, on fonctionne en local. Alors, local, c'est pas dans le village, hein. On est quand même une industrie, donc local à l'échelon industriel, ça veut dire que tous nos déchets du bois qui vont nous servir à faire de la fibre de bois sont récoltés dans un rayon de maximum 200-250 km. Maximum. En moyenne, on est entre 70 et 90 km autour de l'usine. Distribution locale, ben oui. Ce qui est quand même très très local, hein. Oui, à l'échelon industriel, c'est tout à fait local. Mais comme pour la distribution, on est en local aussi, mais local de façon industrielle, ça veut dire que l'usine est située dans les Vosges
approvisionne la France, l'Allemagne, le Benelux et l'Angleterre. Donc notre partie de l'Europe, même pas l'Est de l'Europe. Donc voilà, on est franchement dans quelque chose d'assez restreint. Nous n'allons jamais acheter du bois canadien pour aller alimenter la Chine ou la Russie, quoi. Voilà, c'est pas le but. Si un jour on décide de vendre de la fibre de bois en Chine, on fera une usine en Chine. C'est un petit peu la philosophie de la société. Et peut-être même plusieurs usines parce que fournir toute la Chine ne serait peut-être pas local vu la taille du pays. Alors, production peu énergivore, j'en ai parlé. Ce que je n'ai pas encore dit, c'est que dans 1 mètre cube de fibre de bois rigide, on va pouvoir enfermer, encapsuler 1 tonne de CO2. Quand on voit le peu de CO2 que l'on rejette en produisant, puisque on l'a dit, machine, juste la soufflerie chauffée à 38 degrés, c'est pas non plus, voilà, c'est pas une production super énergivore. Donc, on rejette très peu de CO2. Par contre, on en encapsule 1 tonne à chaque mètre cube qui sort de l'usine. Eh bien, on a donc une production qui est positive pour l'environnement, où l'on enferme plus de CO2 que ce qu'on en émet. Ce serait dommage de gâcher un peu tout ça avec des transports qui nous emmènent la marchandise à l'autre bout du monde. Pour donner une idée de ce que ça peut représenter en termes de CO2 enfermé, Paratex 1, donc qui fait du rigide, euh, c'est une production de 60 000 tonnes de fibres de bois par an. Paratex 2 fait du flex, donc on encapsule un peu moins de CO2 pour le flex parce que ben, il est plus léger, il est moins dense. Donc voilà. On est à 30 000 tonnes par an et Paratex 3 va pouvoir produire, comme Paratex 1, c'est une réplique de l'usine, 60 000 tonnes par an. Ça veut dire qu'au total, on fait quand même 150 000 tonnes de fibres de bois par an. Donc voilà, ça donne une idée de ce qu'on peut euh, enfermer dans nos murs en termes de CO2 plutôt que de le rejeter dans l'air, quoi. Tu nous as beaucoup parlé maintenant de la production. Maintenant, ben, moi, j'aimerais bien me poser la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec tous tes produits, tout qu'on fait? Mais quelle magnifique transition tu fais, c'est super. Alors, avec la fibre de bois, en somme, tous les produits, je veux dire, végétaux, toutes les fibres végétales, que ce soit l'isolant fibre de bois, le lin, le chanvre, l'herbe, sont vertueux. Le gros avantage de la fibre de bois, c'est qu'on ne va pas faire que du matelas souple à mettre entre chevrons, on va pouvoir en faire des rigides aussi, et on va pouvoir donc faire une multitude de choses dans le bâtiment. Donc, on voit ici en haut à droite qu'on va pouvoir faire de la toiture tout à fait traditionnelle, isolée entre chevrons, donc avec des isolants flexibles, enfin, semi-rigides, Paraflex, qu'on va pouvoir mettre entre les chevrons. Mais on va pouvoir également faire des panneaux rigides, comme on le voit à gauche, pour faire du sarking. On va pouvoir isoler aussi tout à droite dans ces cloisons intérieures, à nouveau avec du flex. On va pouvoir faire de la façade, tout type de façade, que ce soit le belgo-belge mur creux, mais également des façades crépies, de la brique collée, du bardage. On va pouvoir faire du sol, comme c'est mis à gauche en dessous. Alors ici, on illustre un parquet en pose flottante sur l'isolant, mais on va pouvoir sans problème remplacer le PU projeté au sol par un panneau de fibre de bois sous chape, sans aucun problème. La seule chose que l'on ne fera pas, je pense pouvoir dire jamais, mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, c'est l'isolation enterrée. Vous avez vu que la dose de produits synthétiques, de liant dans le panneau est la plus faible possible et est vouée à s'amoindrir encore jusqu'à disparaître à terme. Euh, on ne peut pas vouloir un produit qui soit 100% naturel, mais qui ne se comporte plus comme du bois. Et donc, l'isolation enterrée, on n'est pas prêt de le voir arriver. En fibre de bois, on ne fait pas d'isolation enterrée. Euh, Jusque-là, on ne le faisait pas chez Pavatex, mais on va lancer très prochainement, c'est d'ici la fin de l'année, donc on va commencer nos premiers chantiers au printemps, de la toiture plate.
On ne le faisait pas pour des problèmes de condensation et compagnie. C'est un problème résolu. Je garde un petit peu la surprise pour un petit peu plus tard. Mais donc, on va faire de la toiture plate. On va commencer petit avec du résidentiel unifamilial dans un premier temps, mais on pourra étendre ça à de l'habitat multiple, voire à du marché public, peut-être dans l'avenir, quand le produit aura évolué. Mais voilà, on va commencer tout petit. C'est un début. On va se mettre un premier pied à l'étrier. Et donc, on va attaquer l'unifamilial là très très prochainement. Moi, j'ai juste une question pour toi. On parlait tout à l'heure Yep. que les produits sont de plus en plus affixés de manière mécanique. Donc, même tes panneaux Oui. de fibre de bois, ben, on peut les mettre avec des vis, avec des rondelles. Par contre, fatalement, si tu mets du crépi dessus, le crépi va être collé directement sur ta fibre. Est-ce qu'il y a moyen, dans le recyclage, de séparer ces matières-là à ce moment-là? Alors effectivement, c'est un mode de construction qui fait que tu vas recycler un moins grand pourcentage de ton panneau parce que tu devras fraiser, enfin, ou poncer, que sais-je, ton panneau pour supprimer la couche de crépi et tu vas perdre une certaine quantité de fibres de bois dans l'opération. C'est un fait. Tu arrives quand même à le recycler. On arrive tout à fait à le recycler. Euh, Super. évidemment, c'est bien plus, on optimise la procédure quand on fait un bardage. Et les C'est pareil. usages, là, c'est tout à fait C'est- clair. Donc c'est- maintenant, c'est- ben, on a vu qu'on a une production tout à fait vertueuse, on a une distribution vertueuse, et en plus de ça, ben, on a un produit qui vieillira longtemps chez nous, et on sait qu'à terme, ben, il a encore un avenir derrière lui. Donc, ben, quoi demander de plus? Tout à fait. Ben, quoi demander de plus? Il n'est pas question de simplement remplacer un isolant par un autre isolant parce qu'il est plus gentil avec la planète. Je veux dire, le discours écologiste est joli, il est vertueux, il est très bien, mais ce serait dommage qu'il n'ait que ça. Il y a de réels avantages à utiliser la fibre de bois comme isolation. Donc, tu vas commencer à nous donner des chiffres, des lambda et des choses ainsi, alors. Ah ouais, j'espère bien, ce serait dommage sinon. Donc effectivement, quand on va pour lutter contre le froid, on a des lambdas avec la fibre de bois qui se trouvent entre 0,036 et 0,043. C'est un isolant qui va se servir de l'air pour isoler. Donc plus il va pouvoir contenir de l'air, plus il va être isolant. Évidemment, quand un panneau se densifie pour pouvoir le mettre par exemple en sarking ou en façade, ben, en le densifiant, évidemment, on réduit la place pour l'air dans l'isolant et donc son lambda augmente. Un lambda qui augmente, c'est une valeur isolante qui diminue et donc on va devoir augmenter son épaisseur. C'est pareil pour tous les matériaux. Ici, 0,036 à 0,043 parce que ce sont des matériaux qui utilisent l'air pour isoler. Un polyuréthane descend très très bas parce qu'il utilise un gaz pour isoler. Voilà, un gaz au fluor et pas un gaz naturel comme l'oxygène, comme le CO2 par exemple. On voit que tous les matériaux qui utilisent de l'air, comme l'EPS, l'XPS, la laine de verre, la fibre de bois, tous les autres matériaux végétaux, tournent dans les mêmes valeurs, hein. Pour l'XPS, pour l'EPS, on commence à 0,033, enfin voilà, et puis ça. Donc c'est tout à fait normal pour des matériaux qui utilisent de l'air. Donc voilà, on va accepter d'avoir des épaisseurs un peu plus grandes que si on utilisait un polyuréthane. Par contre, on va parler ensuite de la lutte contre le chaud. Et là, c'est un des Bien gros d'accord enjeux. qu'avec le réchauffement maintenant climatique, la lutte pour le chaud est bien plus importante que la lutte pour le froid. C'est un des gros enjeux de demain, et même pas de demain, d'aujourd'hui, parce que on n'a plus froid. On n'a plus froid. Le vrai froid, celui qui pète les canalisations extérieures, on n'en a plus. Sur les 3-4 dernières années, on a eu un vrai froid comme ça pendant 15 jours, c'était cette année-ci. L'année passée, on n'en a pas eu, celle d'avant, on n'en a pas eu. On a eu 15 jours en janvier cette année, même avec une semaine dans les deux de neige, mais sinon, ça devient vraiment très très rare. D'ailleurs, on le voit, hein, la PEB, avant pour l'obtention des primes et compagnie, la PEB nous obtenait nous demandait d'obtenir une résistance thermique de 6. On est passé à 5. Donc ça a de moins en moins d'importance. Par contre, il fait de plus en plus chaud, les étés sont de plus en plus
caniculaire. Alors cette année, on avait des sols qui étaient gorgés d'eau et donc on a eu un peu cet effet de brumisation où quand il faisait chaud, il y avait de l'humidité qui ressortait du sol, donc c'était beaucoup plus respirable, c'est une chaleur beaucoup plus tenable que certaines années, mais on a parfois des étés qui sont très 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 chauds, très caniculaires et on nous annonce que ces étés les plus torrides que l'on connaît aujourd'hui seront les plus doux dans 15 ans. 15 ans, une maison de 15 ans, c'est une maison neuve encore, hein. Donc, c'est un enjeu majeur. Et on construit de plus en plus léger. C'est-à-dire ces énormes murs de pierre, de briques ou même de béton, de coffrage, qui parviennent grâce à l'inertie à lutter contre le chaud. Mais dans les maisons modernes, on ne les a plus. On construit de plus en plus en ossature, ce qui est très bien. Euh, Même les maisons en maçonnerie traditionnelle, ben, c'est un bloc creux, donc avec moins de masse. La brique de 10 centimètres qui est devant ben, a tendance à se perdre parce qu'elle devient hors de prix, donc on fait de plus en plus de crépi et compagnie pour réduire, pour augmenter aussi l'isolation sans prendre de place sur la zone constructive aussi. Et donc, c'est un enjeu majeur. Alors, je vais pas rentrer dans un cours universitaire sur le déphasage et compagnie. Sachez juste que pour obtenir un déphasage de 10h30, donc pour avoir une comparaison, là c'est la masse, donc j'ai dit pour isoler contre le froid, plus on monte en masse, en densité, moins on va isoler contre le froid. Contre le chaud, c'est le contraire. Plus on va prendre en masse, plus on va isoler contre le chaud. Alors avec un paratherme, un isolant de 110 kg du mètre cube, qui n'est pas notre isolant le plus dense, hein. Un isolaire, donc le panneau qu'on va utiliser pour de la sous-toiture, on va aller de 145 à 200 kilos du mètre cube. Et bien déjà là, avec un paratherme en 16 centimètres, et on y est vite, puisque pour isoler contre le chaud, pour contre le froid, pardon, on aura mis de toute façon une épaisseur plus importante. On aura utilisé 16 centimètres pour avoir un déphasage de 10h30 pour obtenir le même déphasage avec des polystyrènes et on est à peine plus efficace. Donc polystyrène, c'est EPS, XPS. On est à peine plus efficace avec du polyuréthane. On aura besoin de 42 centimètres. Avec une laine de verre, il nous en faudra 53. Donc voilà. Contre le chaud, il n'y a pas photo. La fibre de bois est ce qui marche le mieux. Et Alors, fatalement, si on prend tes panneaux, qu'on fait du sarking qui a une densité beaucoup plus grande, tu disais de l'ordre de 200 kilos, mais quand tu es avec 7-8 centimètres, tu as largement suffisant pour obtenir ce même déphasage. tout à fait. Tout à fait. Quand on met entre ces chevrons déjà du flex pour réduire l'épaisseur de, de sarking, évidemment les deux ensemble, mais c'est surtout évidemment la partie dense qui agit pour le déphasage. On a des résultats très très probants au niveau du froid et au niveau du chaud. Alors, tu l'as pas dit, mais je suppose que tu en parleras peut-être tout à l'heure, mais si tu associes maintenant ton isolant souple avec de l'isolant rigide, non seulement tu as gagné au niveau de l'épaisseur, mais en plus de ça, tu vas gagner au niveau sonore puisque tu viens de couper les ondes aussi de ton bruit. Exactement. Exactement. Alors ça, je parle juste de la respirance d'abord du bâtiment d'attaquer ce point-là. Donc, c'est un matériau qui est aussi respirant, donc qui va être bon pour la santé de votre bâtiment, mais de votre santé à vous aussi, ses occupants. Euh, on constate très facilement que quand on a des enfants en bas âge, ils sont plus sensibles à tout ce qui est les problèmes d'otite et de bronchite et tout ça. Heureusement, ça se perd un petit peu avec l'âge. Euh, eh bien, on constate que dans des bâtiments respirants, ces problèmes d'ordre respiratoire ont tendance, non pas à disparaître à 100%, hein, il ne faut pas exagérer, mais sont nettement réduits. Tous les gens qui ont des problèmes d'asthme, on leur promet pas qu'ils ne feront jamais plus une crise d'asthme, mais c'est nettement réduit. Tout ce qui est les problèmes d'allergie, par exemple les acariens adorent les endroits chauds et humides. Eh bien, on a un endroit qui reste chaud, mais avec une humidité qui n'est pas stagnante, qui est en permanence en mouvement en transit.
Et donc, on voit que les acariens ont tendance à disparaître. Donc voilà, c'est tout. Voilà. Évidemment, pour votre bâtiment, bah, voilà, on a construit des thermos ces 60 dernières années, on nous a imposé des systèmes VMC, des simples flux, des doubles flux, parce que sinon on avait plein de champignons dans le bas de nos murs et tout ça. Donc évidemment, un bâtiment qui autorégule sa gestion qui autorégule sa teneur en vapeur d'eau, se prive de ces problèmes-là. Et donc pour la santé du bâtiment, c'est mieux, mais voilà, pour ses usagers aussi. Alors, les matériaux que l'on va utiliser en fibre de bois ont un coefficient de résistance à la vapeur d'eau, donc un mu, de 2 à 3. Ça veut dire que ces matériaux sont 2 à 3 fois plus difficiles à traverser pour la vapeur d'eau que l'air. Vous imaginez un matériau qui est juste 3 fois plus difficile à passer que l'air? C'est super respirant. Très, très, très respirant. Donc, 2 pour les semi-rigides à mettre entre chevrons et 3 pour les rigides. Alors, tu parlais des performances acoustiques. Effectivement, la fibre de bois, de par sa fibre creuse, donc qui représente une succession d'obstacles et de bris de l'onde sonore, euh, et par sa densité, parce que c'est un matériau qui est forcément plus dense que d'autres matériaux souples comme les laines de verre, par exemple, a une performance accrue. Alors, simple comparatif, c'est des tests qui ont été faits en France. En France, donc sur dans une cloison 72-48, donc voilà, une métal sud de 48 là-bas, chez nous c'est plutôt des 50, soit ça ne change pas grand-chose, pour autant qu'on compare des pommes et des pommes. On voit qu'avec les laines minérales qu'on met généralement dans un métal stud de 50 avec une plaque de plâtre de 12,5 de chaque côté, on a une réduction acoustique. Alors, on fait ça dans les règles de l'art, hein. On met le mousse de désolidarisation acoustique et tout ça, on fait les choses correctement. On a une réduction acoustique d'un local à l'autre de 33 décibels. Pavacel DB, c'est un panneau en cellulose et fibre coton, 75% cellulose, 25% fibre coton, que l'on a lancé cette année. On voit que l'on obtient une réduction acoustique de 41 décibels. Et avec la fibre de bois, on obtient 43 décibels de réduction acoustique. 10 décibels de différence, c'est un monde de différence. C'est énorme. Tu pourrais nous donner un chiffre pour on comprenne mieux ce que tu es en train de nous dire. Quand on se parle là maintenant, on parle à une hauteur de combien de décibels? Alors là maintenant, ça va dépendre de comment tu as réglé le volume de ton écran, mais généralement, une discussion franche entre deux personnes côte à côte. Je veux dire, c'est pas la discussion intimiste au restaurant où on essaye que la table d'à côté ne nous entende pas. On est à l'apéro, on est face à face, et là, on est à 50 décibels à peu près. Voilà, mais là, on se rend mieux compte maintenant de la réduction de ce que tu viens de Voilà. nous proposer. Alors, on ajoute à ça, alors chez nous, on a des panneaux qui s'appellent le pave acoustique, donc ce sont des plaques de plâtre ou d'OSB ou de fermacell avec 2 centimètres de fibre de bois rigide. Si au lieu de mettre plaque, euh, euh, la simple plaque de plâtre, on met cette plaque de plâtre doublée avec ces 2 centimètres de fibre de bois de part et d'autre, là, on voit que l'on obtient les 50 décibels, pardon, les 50 décibels de réduction acoustique d'un espace à l'autre. Donc, Tant que tes voisins ne s'engueulent pas ou ne se disputent pas, on les entend pas. exactement. Donc, sur une épaisseur de l'ordre de 11 centimètres de paroi légère, euh, on ne nous entend pas discuter de l'autre côté de la paroi. C'est quand même magistral. C'est quand même génial. Oui, parce que je mets ça dans le cadre où, par exemple, on a une chambre d'enfant au niveau du rez-de-chaussée, pas loin de ta pièce de vie, mais quelque part, il est tout à fait isolé des bruits ambiance traditionnels. Tout à fait. Moi, j'ai mis ça dans le cadre comment, de cabinets médicaux. Évidemment, on n'a pas envie que les secrets médicaux de ce qui se passe dans le local s'entendent dans la salle d'attente. Et donc, juste avec une cloison légère à laquelle on avait ajouté un petit OSB pour pouvoir fixer les éléments de meubles hauts, bien voilà, on n'entend rien du tout, quoi. Je reviens 2 secondes sur tout ce qu'on a dit jusque maintenant et que les gens voient un rapport avec la vie quotidienne.
il y a un rapport qui a été fait par Velux, qui s'appelle le baromètre de l'habitat, et qui a repéré que plus ou moins un quart des maisons en France et en Europe d'une manière générale étaient polluées par un des 5 critères que je vais citer maintenant. Un des critères, c'est le bruit, mais tu viens d'en parler amplement. Un autre critère, c'est l'humidité. Je crois que tu en as parlé amplement aussi. Un autre critère, c'est les passoires thermiques avec les déperditions aussi bien pour le chaud et le froid. Et donc, tu en as parlé aussi. Ce que tu n'as pas parlé, c'est la lumière. Mais fatalement, là, ça ne te concerne pas trop. Voilà. Tu ne peux pas tout faire non plus. Mais par contre, le Quand un dernier isolant critère, quand un isolant laisse passer la lumière, c'est qu'en général, c'est très mal isolé. il y a un petit problème. Il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Et le dernier critère, c'est quand même la qualité de l'air intérieur. Et donc, ton produit, il a une production, on a vu tout à l'heure, assez vertueuse, il y a une distribution assez vertueuse, mais sur une problématique, sur 5 critères de problématique d'une maison, vous en tenez compte quand même de 4 pour pratiquement les anéantir. Et Oui, ça, tout à c'est fait. quand même assez exceptionnel. Et ça veut dire, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup avec les élèves et les gens qui me suivent, je bâtis ma maison, c'est d'abord toute la phase de conception, parce que c'est à la phase de conception que toutes les erreurs se mettent en place. Et donc, de prenez du temps pour vous faire accompagner, que ce soit par des distributeurs, parce que bien, le travail de Bruno, là, gentiment, il nous distille un tas d'informations, mais il va aussi informer les négoces. Et aussi, dans les négoces, il y a des formations pour aviser, je dirais là, plutôt tous les personnes qui font partie de la filière, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont les applicateurs et aussi de temps en temps les particuliers qui essaient de se renseigner. Et du coup, la partie vertueuse est aussi pas simplement à vendre un produit, mais aussi s'assurer de notre bonne santé, tout compte fait. Et là, moi, je dirais, OK, votre société est un peu plus industrielle, mais quelque part, mais merci en tout cas. Mais écoute, oui, et j'ajouterais à ça, tu parles de la qualité de l'air intérieur, les fameux COV, les composés organiques volatiles, zéro. Zéro avec tous ces produits-là. Donc voilà, effectivement, On va quand même penser un peu à cette lumière quand même, hein. Oui, oui. Je pense que j'ai des confrères qui font ça très bien. Tout à fait. L'imperméabilité à l'air, évidemment, sentir un courant d'air, c'est pas l'idéal. Mais outre surtout quand on est en rigide, quand on est en sarking par exemple, le système René-Languette et tout ça qui fait quand même une bonne barrière à l'air, ben, on va travailler avec des freins à vapeur et tout ça parce que j'ai parlé de la perspirance des matériaux, mais on va réguler ça quand même en utilisant des freins à vapeur et tout qui vont pouvoir contribuer aussi à l'imperméabilité à l'air. Alors je vais pas rentrer dans une formation où je vous explique comment utiliser C'est autre ces chose. membranes et tout ça, mais voilà. Et alors la résistance au feu, tous nos matériaux sont classés E. Du bois, comme pour le fait de ne pas pouvoir l'enterrer, voilà, du bois, c'est du bois, et du bois, ça prend feu. Une fois, à partir du moment où ça brûle, comme la bûche dans le poêle, elle va se consumer par l'extérieur, et elle va se consumer très lentement. Donc votre bâtiment en feu va peut-être finir totalement brûlé, mais il tiendra beaucoup plus longtemps qu'avec d'autres matériaux qui vont fondre ou autres. Je Mais coupe voilà. encore une petite Oui, seconde, mais tous les pompiers que tu pourras poser la question par rapport à dans quel genre de bâtiment ils se sentent le plus en sécurité pour aller sauver des gens, puisque leur mission, c'est pas d'abord de sauver la maison, c'est d'abord de sauver les habitants. Dans une maison, il y aura une structure en bois. Comme tu l'as dit, il n'y a que la partie, je dirais, extérieure qui se brûle. Et la partie intérieure, elle aura une résistance encore longtemps, ce qui fait que les pompiers ont plus de temps pour aller sauver les gens. Et ça, c'est tout quand à même fait. le premier. Quand on parle de tout ça, on parle vraiment du confort. Tu l'as dit avec les cinq polluants résidentiels, on va appeler ça comme ça. Donc voilà, là on agit pour le confort intérieur et évidemment l'avantage dont on a amplement parlé au début, qui va un peu au-delà du confort, bah, c'est l'aspect durable et respectueux de l'environnement. Donc voilà, j'ai un petit peu fait le tour de ce que je voulais vous expliquer, mais si tu as d'autres questions, je peux peut-être...
supprimer le Oui, partage. on peut arrêter le partage. Voilà. Ouais. Donc, moi, ce que je dirais en titre de conclusion, ben, j'ai fait le parallèle peut-être un tout petit peu trop tôt par rapport à ce fameux rapport, mais je trouve que c'est vraiment important parce que de citer qu'un quart de nos maisons sont polluées. Et donc, il y a maintenant quelque chose de génial là-dedans, c'est que enfin, ça a été quantifié en argent. Alors là, ça a été fait au niveau de l'État français. Ils ont estimé que ça coûte à la sécurité sociale 1 milliard par an cette pollution à un des 5 critères qu'on a dit tout à l'heure, en coût direct. Alors, 1 milliard, vous allez me dire, on n'est plus à ça près, quand on entend que le déficit de la sécurité sociale en France est 8 milliards, mais il y a 20 milliards de coûts indirects. Et du coup, quand on voit que le gouvernement français, là, qui essaie de faire la chasse aux quelques milliards, ils doivent juste en trouver que 40. Et rien que la pollution de votre maison génère 21 milliards de coûts. Et du coup, je pense qu'on a parlé tantôt de chiffres, de décibels par rapport à ce qu'on parle, les choses ainsi, c'est important. Mais je pense ici de regarder ce coût gigantesque et que si à la conception, on avait peut-être mieux pris en compte des bons matériaux au bon endroit, ben, on voit que tous ces coûts pour la société ne sont plus là. Et si la société ne dépense plus ou gaspille plus de l'argent stupidement, on sera en meilleure santé et pourront faire des choses beaucoup plus intéressantes avec nos taxes et nos impôts, tout compte fait. Et c'est un peu Ouais. ça qu'on demande aussi, quand on paye les impôts, on n'est pas contraire, mais qu'ils l'utilisent bien. Et pas pour des bêtises qui sont de notre faute en plus. Et on est les premiers à les engueuler parce qu'on est trop taxés. Mais on a tous un rôle à jouer là-dedans parce que même si le gouvernement met des choses en place, après, quand on en profite, il faut bien les mettre en œuvre. Et ça, c'est mon rôle. Tu as parlé des formations que je peux faire et tout ça partout. C'est diffuser. Et d'ailleurs, ton rôle à toi est primordial également. Faire connaître, mais diffuser l'information pour le bon usage. J'ai dit que le produit peut vivre 50 ans, voire plus, dans des bonnes conditions de mise en œuvre. Très souvent, je vois de la bonne volonté. Je vois, je vois des cahiers des charges, parfois même en marché public, qui sont, tu vois que l'envie d'adopter ces matériaux, de réduire l'impact environnemental, d'améliorer la qualité interne d'un bâtiment et tout ça, elle est bien là. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est que on prend un matériau naturel pour remplacer un matériau synthétique sans revoir son mode de construction, sans penser à la gestion de l'humidité, sans penser à la ventilation du bâtiment et tout ça. Et, et non, ce n'est quand même pas si simple. Chaque matériau doit être utilisé dans les règles de l'art en respectant les caractéristiques mêmes du bâtiment. Et donc, voilà, on a encore un grand rôle de diffusion de l'information pour éviter aussi les mauvaises expériences. Parce que quelqu'un qui va faire un bâtiment avec, en respectant enfin, en mettant en œuvre tous ces produits, mais qui va les mettre mal en œuvre et qui aura des litiges dans le futur, il voudra jamais plus utiliser ces matériaux-là. C'est dommage. Je vais te faire juste une parenthèse avec ce que tu dis là, parce que ça, c'est un débat qui a lieu en France et qui est très important et qu'en Belgique, il y a longtemps qu'il a été oublié. Ben, en France, ils contrevendent des maisons encore beaucoup avec de l'OSB. Jusque-là, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est quand ils le mettent à l'extérieur plutôt que de le mettre à l'intérieur. Et du Mais coup, le mettre à l'extérieur peut ne pas être un problème dès lors que on gère par le bon frein à vapeur et compagnie côté intérieur, voire même qu'on rajoute en plus sur l'isolant, sur l'OSB, un isolant extérieur pour maintenir cet OSB chaud. Donc on va réduire encore les risques de condensation et tout ça. Enfin bref, il y a moyen de faire les choses. Il faut juste réfléchir lors oui, de la comme tu conception. dis, je pense c'est vraiment de regarder. Et quand tu fais une construction classique, tu fais ton bloc de béton ou avec toi, ton parpaing et tout ce que tu veux, mais tu t'occupes que de ton métier à toi. Ici, dans la construction écologique, il y a quelque chose d'important, c'est l'ensemble des strates. Et quand je dis l'ensemble des strates, on va jusqu'à la couche de peinture d'un côté et Tout de à l'autre fait. côté jusqu'à la couche de crépi. Et il faut qu'il y ait qu'il y ait une corrélation entre l'ensemble de ces matériaux pour qu'ils travaillent les uns avec les autres parce que s'ils travaillent contre les autres, à un moment donné, ben, cette vapeur d'eau va être bloquée et inévitablement, ça va créer des points de pourriture et c'est ce qu'on a connu un petit peu. Et là, la seule correction, ça va être quoi? Ben, on va se dire, ben, on va rajouter des VMC ou des choses ainsi pour essayer de corriger. Mais c'est quand même stupide. Lorsqu'on a les bons ingrédients, il faut juste les mettre dans le bon ordre. C'est tout. Ouais.
Oui, tout à fait. Et donc, c'est vraiment au niveau de la conception même, du détail à la base du projet que l'architecte souvent va générer, qu'il faut être bien clair sur ce qu'on attend et que chaque corps de métier va pouvoir respecter son travail pour s'inscrire dans cette cohérence totale. Souvent, trop souvent, on m'appelle sur un chantier au moment d'installer la fibre de bois et zut, on est bloqué là, qu'est-ce qui se passe? Ah ben oui, mais parce que comme tu dis, on n'a pas vu le truc dans la globalité, donc voilà. Au niveau de la conception, il faut travailler. Voilà. Et là, ben, on va introduire aussi quelqu'un qu'on ne parlait pas beaucoup de lui, ben, c'est le thermicien, parce qu'il a vraiment un rôle essentiel, parce que lui va aussi pouvoir, parce qu'il a cette connaissance justement des matériaux, mais de manière détaillée, il va nous donner le résultat qu'on aura au niveau de notre confort de chaleur et aussi la protection par rapport au froid, mais surtout, il va aussi permettre d'avoir cette fameuse respirance des murs, et je pense que c'est l'investissement que l'on pourra faire, ben, il sera très fructueux, parce que ça évitera de faire des énormes erreurs qui fera que votre maison, ben, vous ne pourrez pas tenir aux 50 ans ou qu'elle n'aura pas l'efficacité voulue. Voilà. Super. Eh bien, écoute, moi, je vais te remercier. Je vais faire un petit cadeau maintenant parce que au départ, je trouvais que c'était très intéressant ce que tu voulais dire. Je voulais vraiment que mes élèves en profitent. Et puis, je trouve dommage de limiter ce que tu nous as partagé juste dans le cadre du microcosme de Je bâtis ma maison. Et du coup, ben, on a une chaîne qui commence à être un peu connue. Eh bien, je propose gentiment de partager cette information parce que je trouve que on ne peut pas faire la détention de ça. Et j'ai envie de la partager au plus grand nombre. Voilà. Ah ben, merci beaucoup, avec plaisir. Un Super. tout grand merci en tout cas Bruno. Et puis si les gens Merci. sont intéressés, ben, qu'ils retournent dans l'une ou l'autre négoce de matériaux, demander des documentations, de voir si dans leur projet ça peut s'implanter. Et puis quand il y a des négoces qui sont bien organisés, sans citer une marque ou l'autre, ben, qui organisent des formations, eh ben, ta société ou d'autres peuvent faire ce genre d'informations parce que le plus important, c'est de divulguer notre savoir. Et ça, ben, il faut qu'on le partage tout simplement comme je le fais maintenant et comme tu continues à le faire dans beaucoup d'endroits. Tout à fait. Merci d'ailleurs pour ta démarche. Voilà, très intéressante et constructive. C'est génial. Super, eh bien à tout bientôt avec plein de matériaux écologiques. Ciao, ciao. Merci, Jean-Luc.